Voici la correction de l'évaluation finale numéro 3 portant sur l'orthogonalité dans l'espace et les limites de fonctions. Premier exercice, on considère le cube ABCD ou FGH d'arête 1. On appelle le I le point d'intersection du plan GBD avec la droite. L'espace est reporté au repère orthonormé A, AB, AD, A. Donner dans ce repère les coordonnées des points E, C et G. Donc le premier point E, étant donné qu'il fait partie des points qui correspondent à la base, ses coordonnées sont 0, 0 et 1. C, si je regarde le point C, pour aller au point C, c'est vecteur AB plus vecteur AD, donc ses coordonnées sont 1, 1 et 0. Et G, les coordonnées du vecteur, enfin pour trouver le vecteur AG, je vais faire AB plus AD plus AE, donc G est de coordonnées 1, 1 et 1. Question 2, démontrer que la droite EC est orthogonale au plan GBD. Donc la droite EC est orthogonale au plan GBD si et seulement si le vecteur EC est orthogonal à GB et GD par exemple. Le vecteur EC, il est de coordonnées 1, 1, moins 1. Le vecteur GB, il est de coordonnées 0, moins 1, moins 1, et GD, moins 1, 0, moins 1. GB et GD forment bien une base de GBD puisqu'ils sont non collinéaires. Du coup, pour voir si le vecteur EC est orthogonal à GB et aussi à GD, on calcule le produit scalaire. EC scalaire GB, ça fait 1 fois 0, plus 1 fois moins 1 fois moins 1, ce qui fait moins 1 plus 1, qui fait bien 0. Et EC scalaire GD, ça fait 1 fois moins 1, plus 1 fois 0, moins 1 fois moins 1, ce qui nous donne aussi moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. Donc, EC orthogonal au plan GBD. Montrer que le point I de coordonnées 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers est le point d'intersection de la droite EC et du plan GBD. Donc il faut vérifier en fait que notre point I appartient à la fois à la droite EC et au plan GBD. Pour cela, on va vérifier que le vecteur EI est collinéaire au vecteur EC. Le vecteur EI, il est de coordonnées, alors le point E, il est de coordonnées 0, 0, 1. Le point I est de coordonnées 2 tiers, 2 tiers, moins et 1 tiers. Donc ça fait 1, 2 tiers, 2 tiers, et 1 tiers moins 1, ce qui fait moins 2 tiers.
Et il nous faut avec le vecteur EC, le vecteur EC, il est de coordonnées, on l'a calculé 1, 1, moins 1. Et on constate en fait que le vecteur EI est égal à 2 tiers du vecteur EC. Donc, I appartient bien à la droite EC. Il nous faut maintenant montrer que le point I appartient au plan GBD. Pour cela, il faut montrer que donc I appartient à GBD. C'est seulement si il existe deux réels, alpha et bêta, tels que on va pouvoir écrire le vecteur GI qui est égal à alpha fois le vecteur GB plus bêta fois le vecteur GD. Je garde les vecteurs GB et GD puisque je les ai déjà utilisés dans les questions précédentes et donc j'ai les coordonnées déjà des vecteurs. Le vecteur GI, on va calculer ses coordonnées. Étant donné que G est de coordonnées 1, 1, 1 et I de coordonnées 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, ça fait 2 tiers moins 1, ça fait moins 1 tiers. 2 tiers moins 1, ça fait moins 1 tiers. Et 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Et donc, cette expression, ça va être équivalent à il existe alpha et bêta réels, tels que on a alpha et bêta qui sont solutions de ce système, c'est-à-dire moins 1 tiers égale moins bêta, moins 1 tiers est égal à moins alpha, et moins 2 tiers est égal à moins alpha moins bêta. Cherchons donc les solutions de ce système. On constate avec la première équation que bêta doit être égal à 1 tiers, que alpha doit être égal à 1 tiers aussi d'après la deuxième équation. Et si je fais alpha moins bêta, je trouve bien moins 2 tiers. Donc, on a en fait le vecteur GI qui est égal à 1 tiers du vecteur GB plus 1 tiers du vecteur GD. Donc, le point I appartient au plan GBD. Question 4. En déduire la distance du point E au plan GBD. On vient de montrer à la question précédente que I est le point d'intersection entre EC et GBD. Puis à la question d'avant, on avait montré que EC est orthogonal au plan GBD. De ces deux questions, on peut en déduire que I est le projeté orthogonal de E sur le plan GBD. Et donc, la distance du point E au plan GBD est la distance E. On peut donc calculer la distance EI. La distance EI en se servant des coordonnées des points E et I. Donc ça fait 2 tiers moins 0 au carré, plus 2 tiers moins 0 au carré, plus 1 tiers moins 1 au carré. Ce qui nous fait 4/9
plus 4 neuvièmes, plus encore 4 neuvièmes, ce qui nous fait racine carrée de 12 neuvièmes. On peut simplifier en 2 racines carrées de 3 sur 3. Donc la distance du point I, du point E, la distance du point E au plan GBD est de 2 racines carrées de 3 sur 3. Passons à l'exercice 2, donc 3 questions indépendantes sur les limites de fonctions. Première question, on définit la fonction f pour tout x positif par f de x égale 2x plus 3 sur cosinus x moins 2. Montrez que pour tout réel x positif, on a 2x plus 3 sur moins 1 inférieur ou égal à 2x plus 3 sur cosinus x moins 2 inférieur ou égal à 2x plus 3 sur moins 3. Ici, on a une fonction avec cosinus. Donc, quand on vous demande un encadrement, le point de départ est toujours que, quel que soit x, donc ici positif, donc supérieur ou égal à 0, on a cosinus x qui est compris entre moins 1 et 1. Au dénominateur, on doit avoir moins 2, donc je fais moins 2 dans chacun des membres. Donc cosinus x moins 2 est inférieur ou égal à moins 3, et du coup ici on a moins 1. Je l'ai au dénominateur, donc je dois passer à la fonction inverse. La fonction inverse, on sait que c'est une fonction qui est décroissante. Donc je vais me retrouver avec moins 1 tiers ici et sur moins 1 ici. Ensuite, je dois multiplier par 2x plus 3. 2x plus 3, il faut que je connaisse son signe. Comme x est supérieur ou égal à 0, on a 2x plus 3 qui est strictement positif. Donc, je peux multiplier sans avoir de difficulté, cela ne changera pas le signe de l'égalité. Donc, j'ai 2x plus 3 sur moins 3 supérieur ou égal à 2x plus 3 sur cosinus x moins 2 supérieur ou égal à 2x plus 3 sur moins 1, ce qui nous donne bien f de x qui est compris entre 2x plus 3 sur moins 1 et 2x plus 3 sur moins 3. En déduire la limite de la fonction f en plus infini. On peut déjà regarder ce qui se passe pour chacun des membres de l'inégalité lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, 2x plus 3 va tendre vers plus l'infini, multiplié par moins 1, ça fait moins l'infini. Et ici, 2x plus 3, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini, divisé par moins 3, ça va faire moins l'infini. Donc ici, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas le théorème des gendarmes, mais c'est le théorème de comparaison. Étant donné que la limite, ça va être moins l'infini, on prend la valeur qui encadre de manière supérieure f de x. On sait que f de x va être du coup inférieur ou égal à 2x plus 3 sur moins 3. Et on sait aussi que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 2x plus 3 sur moins 3, ça va être moins l'infini. Donc d'après le théorème de comparaison, on peut en déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x, ça va être moins l'infini. Attention ici, ce n'est pas le théorème des gendarmes que l'on doit utiliser, c'est le théorème de comparaison puisque la limite est infinie. Le théorème des gendarmes, c'est lorsque la limite est finie. Et donc,
bien penser que l'on ne se sert qu'une des deux inégalités que l'on a obtenues et pas des deux. À la question 2, donc on vous donne une fonction g qui vaut 5 sinus x moins 2x sur x moins 3. Elle est définie sur moins l'infini 3 union 3 plus l'infini, 3 étant exclu à chaque fois. Et on vous demande de déterminer pour tout réel x plus petit que 3 un encadrement de la fonction g. Donc, ici, on a encore une fonction qui est avec sinus. Donc, à nouveau, lorsqu'on veut un encadrement, on sait que pour x inférieur à 3, on va avoir sinus x qui est compris entre moins 1 et 1. À ce moment-là, 5 sinus x est compris entre moins 5 et 5. Et donc, on va avoir que 5 sinus x moins 2x est compris entre moins 5 moins 2x. Et de l'autre côté, on a 5 moins 2x. Comme x est plus petit que 3, x moins 3 est négatif. Donc, quand je divise par x moins 3, on va changer le signe de l'inégalité. Ça nous fait 5 sinus x moins 2x, donc sur x moins 3, qui se retrouve avec un signe ici qui a changé. Moins 5 moins 2x sur x moins 3, et ici 5 moins 2x sur x moins 3. Donc, on a notre fonction g de x qui est comprise entre 5 moins 2x sur x moins 3, j'ai remis dans l'ordre, moins 5 moins 2x sur x moins 3. Question B, en déduire la limite en moins l'infini de la fonction g. On peut regarder ce qui se passe en moins l'infini pour les deux fonctions qui encadrent notre fonction g. Quelle est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 5 moins 2x sur x moins 3? Si je la laisse telle quelle, je retrouve une forme indéterminée. Donc, je vais factoriser par x. Donc, ça fait x facteur de 5 sur x moins 2 sur x facteur de 1 moins 3 sur x. Ce qui nous donne la limite quand x tend vers moins l'infini de 5 sur x moins 2 sur 1 moins 3 sur x. Notre fonction 5 sur x quand x tend vers moins l'infini tend vers 0, 3 sur x tend vers 0, et donc on se retrouve avec une fonction qui tend vers moins 2. De même, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5 moins 2x sur x moins 3, ça va être la même chose que la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5 sur x moins 2 sur 1 moins 3 sur x, ce qui nous donne aussi moins 2. Et donc, de mes trois expressions, mon encadrement et mes deux limites, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, limite quand x tend vers moins l'infini de ma fonction g de x, ça va être égal à moins 2. Question C. Déterminer limite quand x tend vers 3 pour x plus grand que 3 de ma fonction g de x. C'est un 3 ici et un plus. Donc, quelle est la limite quand x tend vers 3 de 5 sinus x moins 2x? Là, ça va faire 5 sinus 3 moins 2 fois 3. Donc, ça fait 5 sinus 3 moins 6. Je suis pour x plus grand
que 3. Donc, x moins 3 est de signe positif. Et la limite quand x tend vers 3 pour x plus grand que 3 de 1 sur x moins 3, ça va donc être égal, x moins 3 va tendre vers 0, mais 0 par les positifs, puisque c'est x moins 3 va être positif, donc 1 sur 0 positif, ça fait plus l'infini. Et donc on en déduit que la limite quand x tend vers 3 pour x plus grand que 3, ça va être égal de ma fonction g de x, ça va être égal à 5 sinus 3 moins 6 fois plus l'infini, mais 5 sinus 3 moins 6, c'est une valeur qui est négative, et donc ça va faire une valeur négative fois plus l'infini, ça nous donnera donc moins l'infini. Question D, je demande d'en déduire des questions précédentes quelque chose par rapport à la courbe CG. La courbe CG, vu que la limite en moins l'infini, c'est moins 2, on peut en déduire que G a une asymptote horizontale, y égale moins 2. Et comme on a trouvé que la limite pour x tend vers 3 de g de x c'est moins l'infini, elle a aussi une asymptote verticale, x égale 3. Dernière question, on considère la fonction h définie sur r par h de x égale exponentielle x sur exponentielle x moins x. Déterminer la limite en plus l'infini de la fonction h. Donc si je passe à la limite comme ça, exponentielle x tend vers plus l'infini, exponentielle x tend vers plus l'infini, moins x va tendre vers moins l'infini, donc je me retrouve avec une double indéterminée. Donc déjà, ici, je peux partir de exponentielle x sur exponentielle x moins x, et je peux factoriser par exponentielle x. Ça nous fait 1 moins x sur exponentielle x. Ce qui nous donne du 1 sur 1 moins x sur exponentielle x. Et je vais déterminer ces limites. Je sais que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x, c'est plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle x, c'est en fait la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle x sur x, ça va tendre vers 0. D'où la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x sur exponentielle x, ça va faire 1. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction h de x, ça fait 1 sur 1. Ça fait 1 comme limite. On pourrait ici en déduire que la courbe représentative de la fonction h admet une asymptote horizontale y égale à 1 pour asymptote en plus l'infini. Voilà, j'espère que la correction de ce contrôle vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a des doutes qui persistent.